Alors, Jean-François, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais le faire. Vous êtes un peu le Indiana Jones d'Angoulême. Je pense bien qu'on se raconte un petit peu des histoires, qu'il y a des mythes. Vous êtes passé il n'y a pas très longtemps dans une émission de télé, La Carte au Trésor, et il y avait une énigme. Il fallait retrouver Bill. Comme beaucoup de surnoms, je ne l'ai pas choisi. Je devais avoir peut-être 12-13 ans quand quelqu'un m'a appelé comme ça et ça m'est toujours resté, surtout dans le milieu des chercheurs, des chantiers de fouilles et autres. Puis ça s'accroche à vous sans qu'on ait rien demandé et c'est comme ça. Bon, donc au bout de 60 ans ou 50 ans, ben on l'accepte. Peut-être pour commencer, après on va aller voir un petit peu dans votre enfance, tout ça, les premières recherches. Mais peut-être avant ça, je me dis que c'est peut-être bien d'expliquer ce que c'est qu'un conservateur. Vous dites que vous êtes conservateur ou paléontologue ? Conservateur, c'est un titre administratif. Paléontologue, c'est une spécialité de recherche universitaire. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Donc voilà, il y a l'administration, dont je ne fais plus partie depuis 2 ans. Donc, c'est la grande liberté. C'est-à-dire que ça laisse plus de temps pour travailler. Qu'est-ce qu'un conservateur de musée ? Je pourrais passer par une définition rapide. On en parlait, j'aborde Indiana Jones. Le conservateur, c'est l'anti-Indiana Jones. Rappelez-vous, les premières images du premier film, on voit cet aventurier qui court dans la forêt vierge avec une idole sous le bras qui vient de piller dans un temple et il ramène ça très fièrement dans le musée de l'université comme un beau trophée. Et c'est d'une bêtise complète. C'est-à-dire que tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, à quoi ça sert de collecter des objets, de les collectionner et de les mettre dans des tiroirs. C'est quand même la première question, si c'est juste pour effectivement se vanter de ramener un bel objet et puis de le mettre soit sur sa cheminée, soit dans une vitrine de musée, c'est quelque chose qui tient plus du pillage, du massacre environnemental que de l'archéologie et du patrimoine. Donc ce que l'on ne fait pas, c'est justement, nous ne sommes pas des collectionneurs, nous ne sommes pas des chercheurs de trésors. Nous sommes des chercheurs de connaissances. L'objet, finalement, lui, n'est juste qu'un intermédiaire entre la connaissance et nous. C'est-à-dire que l'objet, il va servir à comprendre des civilisations disparues, comprendre des mondes qui n'existent plus. C'est ça, c'est juste un témoin. On va l'observer de près et avec un grand respect. Alors quand vous étiez conservateur au musée, est-ce que vous étiez conservateur pour toutes les collections ou... Non, moi, ma spécialité, c'était la préhistoire, l'archéologie, la paléontologie. On est toute une équipe et on n'est pas conservateur du musée, on est conservateur au musée. Moi, je m'occupais de toutes ces collections archéologiques, paléontologiques, et elles sont nombreuses. Il y a de quoi occuper une personne à plein temps et occuper ses successeurs, puisqu'ils ont pris la suite et il y a beaucoup de travail. Si on parle maintenant de votre spécialité, à vous, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Ma spécialité, c'est les mondes disparus, et plus exactement les animaux, et également un peu les hommes préhistoriques, mais les animaux préhistoriques disparus. Moi, ma spécialité universitaire, le sujet pour lequel je fais des recherches et compétences, ce sont les animaux fossiles, les mammifères du Quaternaire, c'est-à-dire du dernier million d'années. Vous voyez, déjà, c'est très spécialisé. Déjà, ça n'inclut pas les dinosaures. On est comme un médecin. Le médecin, il est d'abord médecin généraliste, puis après, il se spécialise, il devient cardiologue, il devient... Et ce domaine très étroit, ça veut dire que ça a été votre domaine de recherche quand vous faisiez vos études universitaires, et après, ça continue ? Et après, ça continue dans la partie recherche, mais on est amené à s'occuper des choses plus vastes que sa stricte spécialité. Alors évidemment, moi, c'était mon sujet favori, aussi la partie recherche, mais je suis amené à m'occuper d'autres choses, notamment, on en parlait là, des dinosaures, qui n'est pas ma spécialité universitaire. Un conservateur de musée, c'est pas quelqu'un qui fait de la recherche à 100% de son temps.
C'est quelqu'un qui s'occupe d'abord de l'ensemble des collections d'archéologie au musée. Et puis surtout, il y a un travail de médiation qui est un travail important. Hein, le conservateur, il ne fait pas que rester au fond de son bureau ou aller au fond des grottes. Hein, il monte des expositions, il fait des conférences, il écrit des ouvrages, il participe à des films. Bref, il est en contact avec le public et il est là pour expliquer au public et mettre en valeur ce patrimoine en direction du public. Donc c'est un boulot de scientifique, mais un boulot aussi de communicant. D'où la participation par exemple, à cette dernière émission. C'est aussi une façon de communiquer. Là, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées récemment. On s'est croisés par hasard dans la boutique d'Olivier Rondino, parce que vous faites ça aussi, des collaborations. Les chaussons dinosaures, c'est pas rien quand même en Charente. Donc ça, c'était quoi cette participation-là Pour nous, c'est intéressant parce que on parle du patrimoine et nous, on est là pour parler du patrimoine. Et puis, pour ce fabricant de chaussons traditionnels, c'est un clin d'œil en jouant avec le patrimoine charentais, au plus grand plaisir de tout le monde et des gens qui viennent acheter des chaussons dinosaures. C'est une tradition séculaire de fabrication d'un produit qui sont les chaussons, et l'autre, le patrimoine lui-même qui est là depuis des millions d'années. Et tout ça, c'est une région, c'est la Charente, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se rencontre pas à un moment donné. Vous, la Charente, vous y avez grandi, vous y êtes né ? Complètement, et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et dans le chaudron paléontologique que représente la Charente, quand on est là avec des yeux d'enfant et des yeux d'adolescent, c'est extraordinaire. Vos souvenirs les plus lointains de cette recherche, c'est quoi ? C'est des balades avec les parents ? C'est tout seul avec des copains ? C'est d'abord une rencontre dans un lieu incroyable qui était et est encore le laboratoire du docteur Henri Martin, qui était un préhistorien du début du XXe siècle et qui, dans les années 1900, a monté un laboratoire vers Villebois-la-Valette et a fait des fouilles dans un très grand site où vivaient les hommes de Néandertal. C'était l'inventeur de la préhistoire moderne, c'est ça ? On peut dire ça ? C'est quelqu'un qui était quelqu'un de haut niveau, donc qui était médecin en fait à Paris, parce que la profession de préhistorien à l'époque n'existait pas. Et ça a été un des fondateurs de la Société préhistorique française. Il a monté ce laboratoire, et ce laboratoire, en 1970, était toujours là, au Pérat, près de Villebois-la-Valette. Donc pas très loin d'Angoulême. Pas très loin d'Angoulême. Et bon, il se trouve que mon arrière-grand-mère était dans ce petit hameau. Et évidemment, j'étais invité à voir ce laboratoire. Et là, c'est un monde à la Tardive. Vous voyez des muséums du début du siècle avec des squelettes, des animaux dans des bocaux, des animaux empaillés, des outils préhistoriques. C'est extraordinaire, quoi, le choc que l'on peut avoir quand on est tout gamin. Alors vous, quand vous y allez, c'est plus Léon-Henri Martin, c'est sa fille, c'est Oui, ça ? c'est sa fille, Germaine, qui avait déjà plus de 70 ans, parce qu'elle était née en 1903. Donc c'était un monde, et vous avez quel âge la première fois que vous y allez ? Une dizaine d'années, voilà. C'est une passion comme on peut l'avoir quand on est adolescent. On ne vit plus que pour ça. On passe son temps sur son vélo à aller chercher des cailloux dans les champs, avec cet excès d'enthousiasme que l'on a quand on est petit, quoi. On vit pour ça, et j'ai vécu toute mon adolescence pour ça, pour la préhistoire, pour la paléontologie. Et je crois que Germaine vous a fait un cadeau. Ah, bien sûr. Elle m'a donné quelques outils préhistoriques qui sont d'ailleurs toujours ici, que j'ai conservés. J'ai pas de collection, bien sûr, ici. J'ai sorti des dizaines de milliers d'ossements, de silex taillés, tout dans ma vie, mais tout est au musée. Je ne suis pas du tout collectionneur. Et donc, à part ces quelques cailloux offerts par Germaine Henri Martin, et une gratitude un livre aussi, éternelle. Et puis également aussi des travaux, des livres d'ostéologie de son père. Et j'avoue que ça m'a profondément marqué, parce que le fait qu'un adulte prête attention à une passion d'enfant, ça c'est important.
être pris au sérieux et être considéré quand on est tout petit comme ça. Et ça, c'est formidable. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, cette passion, vous l'aviez déjà avant même de découvrir ce labo qui est pas très loin de chez vous. Oh, j'étais comme tous les enfants, c'est-à-dire je ramassais les cailloux, les silex et autres. Et puis, mais là, ça a été vraiment le déclic. Parce que j'étais venu la voir pour lui montrer mes collections de cailloux, de fossiles que je ramassais dans les champs. Et là, ça a été vraiment une porte ouverte sur la recherche. Ça commence comme ça, le monde des chercheurs, et puis être accueilli par des adultes qui prennent au sérieux ce que vous faites. Ça veut dire que là, tout de suite, vous vous êtes dit, je vais faire ça plus tard, ce sera mon métier. Ah ben c'était oui c'était j'ai été aussi pris sous la coupe là, de professeurs de sciences naturelles. Donc je me précipitais à tous les intercours pour aller voir des profs. J'étais en 6e, 5e là, au lycée, Guy de Balzac, et qui me déterminaient mes fossiles, qui me prêtaient des ouvrages, j'avais trouvé ma voie. Est-ce que vous aviez des frères et sœurs? Oui, Est-ce que vous étiez le seul à... oui, complètement. Même ma famille, c'est pas du tout dans le milieu ni universitaire, études et autres. Non, non, c'était. C'était votre passion? Voilà, oui, c'était mon domaine et il n'y a pas de racines familiales ou de tradition familiale, d'études ou autres. Donc votre cursus d'études, c'était tout tracé, quoi. Dès le C'était collège, vous saviez par où vous alliez passer. C'était tout tracé, voilà, et je rongeais mon frein. Quand est-ce qu'enfin je vais avoir mon bac pour aller à l'université, pour suivre des études de paléontologie, géologie. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ces études? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ah ben d'abord, il y a eu la période de lycée ou autre où je participais. J'avais la chance de pouvoir être accueilli sur des chantiers. Dès qu'il y avait des vacances, j'avais mon sac à dos et je me faisais embaucher sur des chantiers. Alors, pas toujours dans la spécialité que je cherchais, paléontologie, puis il y a peu de chantiers, mais j'ai travaillé dans toutes les périodes, gallo-romain, médiéval, âge du bronze, préhistoire, et j'ai passé mon temps à faire le tour de France. Pour faire des fouilles, pour apprendre sur le terrain, rencontrer. En fait, les découvertes, elles ont jalonné votre vie aussi. Enfin, il faut une sacrée patience parce que ça prend du temps, quoi. Ça prend énormément de temps. Tout prend du temps. Et la patience, on l'apprend dès le départ. Hein. C'est pas, ça fait on partie le voit. des études, d'apprendre la patience. Oui, bien sûr. Et de la persévérance. On le voit d'ailleurs quand il y a des jeunes là, qui viennent ici, on voit ceux qui sont déjà calibrés pour se réaliser dans ce type de... Et puis ceux qui, au bout de 5 minutes, j'ai rien trouvé, comment ça se fait, bon, j'en ai marre, je vais aller voir ailleurs. Non, il faut insister, il faut persévérer, les choses se méritent. Et c'est une question effectivement de temps et de volonté. Ça arrive pas tout seul, mais ça arrive et on est récompensé quand on cherche. Les premiers chantiers de fouilles, vous vous en souvenez, ou peut-être même le premier d'ailleurs? Quand on arrive, comment ça se passe? Comment on apprend? Qui nous apprend? Est-ce qu'on a peur de faire des erreurs? Bien sûr, on est encadré, mais le premier temps, j'avais surtout un tamis à la main, je lavais les verres, je portais les seaux. Mais déjà, le fait de participer, c'était formidable. On commence tout au bas de l'échelle, et puis on est là pour apprendre. Et petit à petit, on apprend. Donc j'étais accueilli par des adultes sur les différents chantiers. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais bon, dès qu'on pouvait participer à une opération, j'étais partant, quelle que soit la période, médiévale, gallo-romain, on apprend et puis on participe. Et surtout, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, donc c'est quand même beaucoup plus confortable que se retrouver à faire des études ici, et puis pas être motivé. À quoi ça sert à quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert de faire des maths, à quoi ça sert de faire des efforts pour aller où. Et j'étais cancre avant tout ça. Et puis là, j'avais une raison de travailler, parce que d'abord, je savais où je voulais aller, je savais qu'il fallait passer par ça. Et puis aussi, je commençais à trouver de l'attrait aux études. Je trouvais des fossiles, et vous savez, les fossiles, ils ont des beaux noms latins. Et tout de suite, je faisais du latin. Le latin m'a passionné parce que je comprenais les mots qui étaient employés, les mots courants, les mots, la mythologie. Il y a aussi beaucoup de personnages mythologiques dans les noms scientifiques donnés
aux animaux fossiles. Et là, on voit tout de suite l'intérêt de la chose. Donc vous, Donc, c'est la passion qui vous a fait travailler. bah oui, et puis c'est normal, quoi. C'est un monde merveilleux, parce que là, c'était finalement la recherche au sens très large, bah, c'est peut-être le dernier continent à explorer. Sur le plan géographique et autres, bon, on a déjà parcouru ça, on a rencontré tous les peuples de la Terre et tout. Il reste plus grand-chose à explorer, à part le passé, ici, sous nos pieds en plus. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Donc c'est très, très motivant d'explorer, de découvrir. C'est ce que on disait tout à l'heure. Hein, le but, c'est pas de collectionner des objets, c'est d'essayer de comprendre. Et ça c'est la découverte. Et chaque fois qu'on fait une découverte nouvelle, ben, ça nous permet de répondre à des questions, d'éclairer des zones sombres du passé ancien. Ça permet de se poser de nouvelles questions. C'est ça, l'intérêt. C'est ce jeu intellectuel comme ça d'essayer de comprendre ce continent du passé très ancien. Donc c'est vrai que même si récemment, et on va en reparler tout à l'heure, mais il y a eu des trouvailles spectaculaires, c'est pas tant ces trouvailles-là qui permettent de comprendre. Parfois, un tout petit fragment, quelque chose donne parfois plus de réponses que... Alors, elles sont spectaculaires et elles sont également intéressantes. On pourrait trouver aussi des choses spectaculaires qui n'amènent pas grand-chose. Hein, ça va. Là, il y a une conjonction des deux. Avec ces histoires de dinosaures géants, ça ressemble à quelque chose pour le grand public. Mais pour le spécialiste, ça ouvre des mondes qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est passionnant. On découvre, c'est un continent nouveau et on a des éléments pour explorer ce continent disparu. Vous avez été conservateur en 1986, je crois, à Angoulême, au musée Oui. d'Angoulême. Et avant, vous faisiez quoi? Bah avant, j'ai fait des études. Avant, voilà, donc j'ai été d'abord étudiant à Poitiers, puis ensuite à Bordeaux. Et mes terrains d'études, c'était la Charente. J'ai fait un mémoire de géologie, et puis après, j'ai commencé donc des travaux de thèse sur les sites paléontologiques du Quaternaire, c'est-à-dire tous les animaux qu'on trouve dans les grottes naturellement, c'est-à-dire qui sont tombés dans les grottes ou bien qui vivaient dans les grottes. Et j'ai eu la chance de trouver un poste sur mon terrain de recherche. Et donc ça, c'est magnifique d'avoir été comme ça dès Bah l'enfance oui, et puis continuer d'être comme dans un berceau, de rester, de continuer ses recherches. absolument, oui, oui. Et donc là, on peut voir des squelettes là au musée d'Angoulême, là, des rennes, des chevaux, des antilopes. Ça, j'ai sorti ça quand j'étais étudiant, fin des années 70, bien avant que je sois conservateur au musée. Et on a eu la chance, donc la ville s'est épanouie hein, dans la fin des années 70, 80, et notamment le musée s'est étoffé, s'est agrandi. Et donc j'ai eu la chance qu'un poste soit créé à l'époque. Évidemment, j'ai postulé, je me suis formé d'abord comme conservateur de musée, et puis voilà. Donc, Et qu'est-ce que ça vous fait à vous alors je ne sais pas si là vous êtes à la retraite, si vous retournez au musée, j'imagine que oui. je ne m'occupe plus du tout du fonctionnement du musée, des expos. Là, mon successeur, voilà, je ne vais pas venir le chagriner, chacun son truc, mais je continue les recherches. Quand vous voyez des pièces, vous me parlez des squelettes là qui sont au musée et que vous-même vous avez participé, vous avez trouvé, c'est quoi le sentiment Enfin, est-ce qu'il y a une émotion particulière? Est-ce que Oui, oui, bien sûr, il y a forcément une émotion particulière parce que c'était des moments intenses qui ont été vécus autour de ces recherches. Hein. C'est un énorme travail et c'est lié effectivement à des émotions. en fait, c'est une période de votre vie aussi qui est exposée? Forcément. Et puis c'est aussi la satisfaction de dire bah, finalement, c'est le résultat très concret d'un travail qui s'est développé pendant des décennies. Donc il y a une petite satisfaction en disant c'était pas complètement inutile, voilà, j'aurais pas travaillé pour rien, il en reste quelque chose et il y aura des choses à transmettre. Est-ce que vous avez un lien particulier, comment dire, est-ce qu'on peut appeler ça des pièces, des objets, mais ça a été aussi des êtres vivants? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un imaginaire, est-ce qu'il y a un univers, est-ce qu'il y a quelque chose qui... On met beaucoup de soi dans ce travail. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre rapport à ces êtres? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Qu'est-ce que vous...
D'abord, il y a les motivations de la recherche. Quand on fait de la recherche, on cherche. Et donc il y a tout ce travail intellectuel de la recherche, c'est-à-dire qu'on étudie. Et on a la chance de trouver des éléments qui permettent d'avancer, de répondre aux questions qu'on se pose. Et ça, c'est une satisfaction intellectuelle extraordinaire, quoi. Donc, première fois, de trouver des crânes d'Antilope saïga. La première fois qu'on trouve ça, il y a cette émotion, il y a ben voilà, je vais apprendre quelque chose parce que j'ai des fossiles qui sont ici exceptionnels. Et ça, c'est formidable. Et c'est vraiment le cœur même de ces recherches. Parce qu'on s'aperçoit, je n'ai aucun... on ne m'a pas déchiré le cœur en conservant ces fossiles au musée, dans les collections publiques. Sont des collections, je n'ai pas personnellement, j'ai pas de squelette, j'en ai trouvé des quantités durant ma vie, mais j'en ai aucun qui m'appartiennent ici. Et c'est pas, et j'éprouve pas un déchirement de voir que ces squelettes qui m'ont donné des joies extraordinaires, ils sont dans des collections publiques qui ne m'appartiennent pas personnellement. Non, pas du tout. Il n'y a pas Il n'y a pas d'attachement de l'objet. un attachement particulier, oui. Non, à l'objet, c'est plus là, effectivement, tout ce qu'il représente en termes de connaissances, en termes bien sûr de vécu, de souvenirs qui sont liés à leur découverte, parce que c'est un travail, c'est un travail d'équipe. Donc c'est vraiment en termes de savoir, il n'y a pas... moi je cherche peut-être un peu sentimental, hein. Je me dis... Parce que je vois bien, il y a un côté sentimental par rapport à vous et votre vécu, mais il n'y a pas, je ne sais pas, quelque chose qui est lié vraiment au vivant, quoi, à cet être qui a vécu. C'est peut-être pas l'élément le plus fort dans la recherche. Non, mais ça existe quand même. Surtout quand on était adolescent, moi je voyais dès que je voyais une grotte, je voyais l'homme préhistorique à l'entrée de cette grotte. C'était mon imaginaire travaillé et c'était une émotion. Parce que je me dis que c'est peut-être ça qui aide aussi à tenir comme ça un travail exigeant, comme tout travail de recherche. Il faut suivre une méthodologie, il faut faire attention. Et puis on ne trouve pas tout de suite, c'est très long. Donc je me dis, il y a peut-être autre chose qui aide qui motive cette recherche C'est quand même la recherche d'un trésor un peu quelque part. C'est un peu ça, quoi. Quand on arrive dans une grotte et qu'on trouve voilà, un squelette qui est là sur le sol et autres, oui, c'est des moments d'émotion formidables. Mais il y a toujours ce fond qui est là et qui est le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va nous permettre de comprendre. Et c'est avant tout ça, l'objet ossement, silex taillé. Et je lui ai surtout... Pardon, mais c'est pas les études qui ont un peu calmé votre passion d'enfant Qui n'ont pas calmé, qui l'ont structuré. Par exemple, comme tous les adolescents, j'étais collectionneur. Là, j'en avais partout, dans ma chambre, sous mon lit, sur les étagères, et j'étais très fier de tous les cailloux que je ramassais et autres. Et les études universitaires, en quelques années, vous font passer le goût de la collection. Comme je vous le disais, l'objet n'apparaît plus comme un porteur de connaissances. Donc ça veut dire que dès qu'on l'a dépouillé de l'essentiel, c'est-à-dire les connaissances, on l'a étudié à mesure. Après, il n'a plus d'importance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne le garde pas chez soi, on ne le met pas dans une vitrine sur son buffet. Voilà, l'objet lui-même, c'est pas la finalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de déontologie aussi C'est aussi une sorte, bien sûr, de déontologie, puisqu'on travaille sur le patrimoine, et ce patrimoine, c'est un patrimoine collectif. C'est pas parce qu'on a trouvé un homme de Néandertal qui vous appartient et qui fait partie de votre famille. Vous êtes juste, surtout quand vous êtes professionnel. C'est quoi un professionnel ? C'est une personne qui a été déléguée par la communauté pour s'occuper de ça, et pas pour personnellement profiter de sa position. On est motivé par la recherche, mais cette recherche-là, on l'a fait pour les autres. Pour les autres, et puis même le poste aussi, quand on est conservateur de musée, on n'a pas de collection personnelle, on ne travaille pas pour soi, on travaille pour la collectivité. Mais ce travail universitaire, c'est vraiment une étape, notamment se détacher de la collectionnite
pour donner un sens à tout ça. Il y a quand même, au bout d'un moment, on peut se poser la question, enfin, à quoi ça vous sert d'amasser des cailloux, de mettre des étiquettes, de les aligner dans des boîtes si la finalité, c'est juste ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Et il faut se poser des questions existentielles. Alors, parce carrément. qu'en réalité, c'est quoi? Ça sert à quoi de trouver, d'étiqueter? Bon, là, vous l'avez déjà un petit peu expliqué en disant que ça sert à comprendre. La question n'est pas nouvelle et la question a été déjà résolue depuis très longtemps. Vous avez entendu parler de La Bruyère, qui s'est penché sur des tas de questions, et notamment, il s'est penché sur la question des collectionneurs. À l'époque, au XVIIe siècle, les collectionneurs de pièces, les collectionneurs de tulipes, les collectionneurs de coquillages, il avait compris tout de suite qu'il y a deux types de collectionneurs, notamment pour les pièces de monnaie. Il y a les collectionneurs qui ont des médaillés, c'est-à-dire qu'ils vont aligner les pièces de monnaie et ils vont être malades parce qu'il manque une de ces pièces romaines et ils ne l'ont pas. Ils vont passer leur vie à chercher cette pièce pour avoir ces alignements de pièces. Et puis il y a un autre type de collectionneur, c'est celui qui va se servir de ces médailles, entre ces pièces de monnaie, qui servaient avant tout à connaître la chronologie ancienne. Il n'y a pas de texte, notamment les empereurs romains et autres. Ça servait à quoi ces pièces? Eh bien finalement à ordonner dans le temps tous ces objets. Donc ça servait en fait à l'étude de l'histoire. Il avait bien fait, il le dit avec beaucoup d'ironie, entre le collectionneur compulsif qui aligne toutes les pièces et qui est malade s'il manque une pièce dans une petite case où elle devrait être, et puis celui qui se sert de ça pour accéder à une connaissance. Et c'est ce qu'il faut comprendre justement dans ce cycle d'études, se détacher de la collectionnite, se détacher de l'objet lui-même, du fétichisme que l'on peut avoir vis-à-vis d'un fossile, d'un type de fossile, pour aller beaucoup plus loin et passer ce cap. Après, il y a la grande question de à quoi ça sert de savoir. Mais là, on va peut-être aller trop loin. Il y a le jeu intellectuel, quoi. C'est résoudre une énigme. Et c'est pour ça qu'on s'oppose beaucoup à Indiana Jones pour lui préférer Sherlock Holmes. C'est deux façons différentes de considérer le monde et les objets. Il y en a un qui va chercher un trésor et qui va collectionner une belle statuette, et puis l'autre qui va non pas collectionner des objets, mais observer des objets remarquables, ou quand dans ces enquêtes, là, il y a un cadavre, mais il y a aussi des traces de pas, il y a un peu de terre sous les chaussures, il y a tous ces éléments qui, en soi, sont pas très passionnants, mais relier toutes ces observations permet de comprendre ce qu'on a sous les yeux. Et puis, il y a aussi le côté émotionnel, c'est-à-dire reconstituer des mondes disparus. Ça fait rêver, quoi. C'est quand même encore, comme on le disait, c'est encore un continent à explorer. Hein. Donc maintenant, la géographie et autres, avec les satellites et tout, maintenant, ça y est, on sait, on va partout. Tandis que là, dans le passé, il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Il y a des zones d'ombre considérables. C'est d'abord une grande curiosité pour le monde. On parlait de l'adolescence, c'est ça. C'est-à-dire on s'ouvre vers le monde naturel, les animaux. C'est la découverte du monde. Et ça, c'est quand même une motivation puissante dans la vie. Et la vie est triste quand on n'est pas curieux. On est blasé, on digère tout ce que l'on vous sert comme ça, sans beaucoup d'enthousiasme, sans étonnement, sans émerveillement. La vie n'est pas très drôle quand même. Oui, je suis d'accord. Juste de simple consommateur en allumant un écran, sans plus. Et où finalement, ce qui est merveilleux dans l'adolescence, c'est justement la découverte du monde, quoi. Ça ouvre des horizons qui sont enthousiasmants. Je pense qu'on peut parler du site d'Angeac, Angeac-Charente, pas loin d'Angoulême. C'est quand même dingue dans votre parcours. Je veux bien que vous racontiez, je trouve que c'est un peu comme votre rencontre avec Germaine Henri Martin. C'est presque une rencontre avec la famille Audouin.
Oui, si on parlait de ce patrimoine préhistorique, paléontologique, on pourrait faire une histoire des rencontres. Parce que du plus loin que je me souvienne, c'est des rencontres. Des rencontres avec des professionnels, des rencontres avec des amateurs, des rencontres avec des spéléologues, là des rencontres avec des exploitants de carrière. Ce sont des échanges, des rencontres, des curiosités et qui aboutissent à des fois des choses tout à fait étonnantes. Parce qu'on est d'accord que là, dans cette carrière, ce monsieur, il n'avait aucune obligation lorsqu'il a pour la Oui, oui, première oui, fois bien sûr. déterré. Comment ça s'est passé? Vous pouvez le raconter? En fait, c'est une histoire à épisodes. Ce sont des rencontres et cette découverte ne s'est pas faite finalement complètement par hasard. Tout ça, ça a commencé il y a 25 ans quand même, au début des années 2000, avec une rencontre avec un autre carrier et puis un amateur justement de paléontologie, un collectionneur de fossiles qui trouvait des fossiles dans les carrières de Cherves de Cognac, là, les grandes carrières Garando. Et donc on a fait des fouilles scientifiques au début des années 2000. Et puis parallèlement, je suis intervenu pour faire des fouilles dans les carrières Audouin, des carrières de sable. Dans ces carrières de sable, il y avait des restes d'éléphants fossiles dans les sables. Et pendant quelques années, j'ai fait des fouilles dans ces carrières à sortir des éléphants fossiles. Donc 2004, 2007. D'abord, il y a eu un premier contact avec ces restes d'éléphants. Et quand je dis que c'est des histoires humaines également, c'est que le contact a été bon. Parce qu'il aurait pu nous mettre dehors dans ses carrières, et puis ça s'est bien passé. Bon, Parce que lui, c'est pas son travail, on est d'accord, il ah bah exploite sa non, ils carrière. exploitent et tout, et donc ça s'était bien passé, on travaillait avec lui, puis bon, c'était plutôt apprécié. Ce qui fait que quand ils ont trouvé des ossements en 2010, eh bien, ils m'ont prévenu au musée en disant on a des ossements là qui apparaissent. Et c'est là qu'on a la surprise de voir que c'était des choses tout à fait inconnues, c'est-à-dire des restes de dinosaures et pas des restes d'éléphants. C'est une toute autre période, un tout autre niveau. Et l'aventure d'Jean-Jacques Charente a commencé comme ça, avec une histoire humaine, c'est-à-dire des bonnes relations qu'on a établies, qui font que la conséquence, c'est que ce patrimoine a pu être mis en évidence, a pu ensuite être exploité. Parce que ça veut dire que là, il faut qu'il y ait une collaboration avec cette famille, parce que Alors, sinon, l'État là n'a pas du tout. il faut qu'il y ait une collaboration à tous les niveaux. D'abord, s'ils avaient été complètement indifférents, qu'ils aient vu ça, ou n'aient même pas vu ces ossements, on n'aurait jamais su qu'il y avait des choses dans cette carrière. Ensuite, il faut des bonnes relations. Si on s'était fâché, s'ils considéraient que les scientifiques étaient juste là, des empêcheurs d'exploiter en rond sa carrière, le contact ne se serait pas fait. Et puis ensuite, accepter que les gens viennent travailler parce qu'il n'y a aucune loi de protection, on n'a aucun. C'est une légende, là, le paléontologue qui arrive dans la carrière, hop, je fais stopper les travaux parce qu'il y a des fossiles, et puis je fais des fouilles, et puis je repars avec les fossiles. C'est un mythe complet. Les carriers sont chez eux, dans les carrières, et les fossiles qui sont des cailloux comme les autres leur appartiennent. Donc on n'a aucun droit d'arriver et puis de s'emparer des fossiles. Tout ça, c'est des légendes. On n'a aucun droit. C'est-à-dire que si les carriers veulent vous mettre dehors ou ne pas accepter que vous veniez, ils sont tout à fait dans leurs droits. Donc il faut effectivement avoir une autre approche, et ce sont les contacts humains, c'est expliquer, c'est voilà, et comme là on a affaire à des gens intelligents et intéressés, ça s'est très bien passé pour l'ensemble de la communauté, puisque tous ces fossiles appartiennent maintenant à la collectivité, puisque ils font partie des collections de musées ici en Charente, donc c'est une propriété collective. Mais alors là, les fouilles sur ce site, donc c'est une fois par an? Oui, c'est une fois par an au mois de juillet, meilleure saison, et puis c'est là aussi où les étudiants sont disponibles. Et il faut dire qu'avec un mois de fouille par an, on a de quoi travailler tout le reste de l'année. Parce que la fouille, c'est juste l'extraction et après, énormément de travail. Donc c'est une fois qu'on a sorti de terre, c'est là le travail commence, quoi.
Donc on travaille tous les mois de l'année sur ces fossiles, mais sur le terrain, ça se passe durant le mois de juillet. Et on a trouvé suffisamment de choses en un mois pour travailler toute l'année. Alors, est-ce que vous pouvez raconter un peu ce qu'était cet endroit il y a 140 millions d'années, je crois, à peu près? Et les périodes les plus anciennes, celles des dinosaures, là, ont vu le dépôt de sédiments de ce qui était un complexe alluvial des vallées humides, tropicales, dans lesquelles vivaient les dinosaures et puis aussi d'autres animaux il y a 140 millions d'années, à une période où la Charente était continentale. Parce que dans les temps anciens, la Charente a surtout été océanique, au Jurassique, au Crétacé supérieur. Tous les calcaires que vous voyez là dans la région, c'était des fonds marins. Et dans les fonds marins, on ne trouve pas de dinosaures. On trouve des coquillages, on trouve des poissons, mais on ne trouve pas de vertébrés terrestres. Et là, pendant un temps assez long, pendant 40 millions d'années, la mer s'est retirée entre 140 millions d'années et 100 millions d'années, ce qu'on appelle le Crétacé inférieur. La mer s'est retirée de la région et la Charente était continentale. Et bien sûr, dans ce continent, se développaient des vertébrés terrestres comme les dinosaures et des grands dinosaures. Donc tout ça a été enfoui dans cette partie de la Charente entre Cognac et Châteauneuf. Est-ce que vous pouvez expliquer le phénomène de fossilisation et pourquoi certains organismes peuvent être fossilisés et d'autres pas? Dans le cas d'Anjac-Charente, les animaux vivaient, mouraient, se dévoraient entre eux. Et la chance a voulu que leur squelette soit rapidement enfoui dans des marécages ou dans des bras de rivière. C'est-à-dire qu'un os, s'il se retrouve à la surface, surtout en milieu tropical, il va se décomposer et puis il va finir en poussière. Par contre, s'il tombe dans l'eau et dans la boue, il va tout de suite être recouvert de sédiments et là, il va pouvoir se fossiliser, c'est-à-dire il va y avoir une transformation, il va être minéralisé et il va pouvoir se conserver. C'est fou tous ces éléments pour arriver là, à ce moment de découverte. Alors il y a beaucoup de conditions. Il faut d'abord que les animaux se fossilisent, on sait que c'est déjà très rare. Ensuite, il faut que les couches, après avoir été enfouies, réapparaissent en surface. Il faut qu'on puisse les observer, ce qui n'est pas forcément facile. Il faut ensuite effectivement qu'il y ait des conditions de découverte, de recherche, etc. Donc ça fait beaucoup de hasard. Le hasard et la chance pour que tout ça se produise en même temps, c'est rare. C'est quoi le nom du premier dinosaure qui a été découvert, ou les morceaux du dinosaure? Alors il y a ce gros dinosaure géant qui s'appelle le Thuriasaure, qui ressemble un peu à un diplodocus, avec un animal énorme avec un grand cou, une grande queue. Effectivement, c'est le premier qui est apparu parce que les ossements sont énormes. Mais on a toutes les bestioles de l'époque, pratiquement. Des dinosaures plus petits, herbivores, carnivores. On a plus de 100 000 ossements qui ont été extraits de ces fouilles. Donc on commence à avoir une bonne idée. Et puis pas que des dinosaures. On était dans un milieu tropical. Imaginez les bayous du sud des États-Unis. Vous voyez, avec de l'eau partout, des grands arbres, des berges. Donc dans l'eau, vous avez des poissons, vous avez des reptiles, vous avez des crocodiles, vous avez des tortues. Et puis sur les berges, vous avez des animaux terrestres. Donc essentiellement des dinosaures, mais également aussi des reptiles, des reptiles volants, toute une faune. Et la trouvaille de 2025, vous allez me reprendre si je me trompe, si j'ai bien compris, c'est que le dinosaure la partie qui a été retrouvée d'un dinosaure qui n'aurait normalement vécu qu'en Amérique du Nord, c'est ça? Alors c'est une espèce qu'on n'avait pas trouvée jusqu'ici. C'est un dinosaure qui ressemble aussi un peu à un diplodocus, qui est un petit peu plus petit que le Thuriasaure qu'on connaissait déjà. Il faisait quand même 15-20 mètres de long. C'est quand même des animaux énormes. Voilà. Et une espèce qu'on ne connaissait pas, donc c'est tout à fait passionnant.
Un squelette qui est plutôt bien conservé, puisqu'on a des vertèbres en connexion anatomique, des morceaux de bassin. Là, on est en train de reconstituer un fémur qui est entier. Bref, un animal qui se présente bien. Et la grande surprise, c'est que cet animal, on le connaît essentiellement en Amérique du Nord, à l'époque, et même dans les périodes un petit peu plus anciennes. Donc ça pose des questions sur les relations intercontinentales. Ça veut dire que si un animal qui est connu en Amérique du Nord se trouve ici en Charente, eh bien c'est qu'il n'a pas pris le bateau. C'est-à-dire qu'il y avait des contacts terrestres à un moment donné où les animaux ont pu échanger entre l'archipel européen et puis l'Amérique du Nord. Alors, comme on est dans un monde en joie, je voulais savoir s'il y avait une musique, une photo qui vous mette en joie, une photo particulière. On va peut-être commencer par la photo ou une image. Ah, c'est bien difficile. Est-ce que vous voulez C'est commencer bien. par peut-être me parler de ce qu'est la joie pour vous et peut-être que ça va, si vous n'avez pas tout de suite d'idée. Encore, très, très vaste question. Sur le plan professionnel, oui, on l'a décrit, c'est-à-dire la découverte qui amène des connaissances. Et après, il y a aussi les joies de la vie quotidienne, quoi. On travaille en équipe, on est en relation avec effectivement beaucoup de monde et notamment quand on parle des chantiers de fouilles, c'est aussi des relations humaines. On en parlait avec les carriers, ce sont des liens d'amitié qui se sont créés d'année en année. Donc ça aussi, ça fait partie du quotidien. Et les amitiés qui se créent sur les chantiers, quand on a fouillé pendant des années ensemble, au fond des grottes et autres, sont des histoires humaines, quoi, comme toutes les histoires humaines. Et ça, c'est important. Et est-ce qu'il y a une image ou une photo Est-ce que parfois, je vois beaucoup de livres là autour de moi, dans votre salon. Et est-ce qu'il y a comme ça, ça peut être plusieurs images, quelque chose où vous vous dites, tiens, je vais aller regarder ça parce que je sais que ça va me procurer de la joie. Oui, c'est pas forcément en lien avec la paléontologie. Non, non, bah, c'est à vous de me le dire. Là, c'est le portrait d'un jeune homme du XVIIIe siècle, là, des années peut-être 1730 à 1750. Et là, c'est une peinture. Et il y a une expression du visage qui fait qu'on a l'impression d'avoir cette personne 300 ans après qui est là devant vous et qui est ici. Ça, je trouve que ce sont des choses extrêmement vivantes et émouvantes. Et d'avoir tous les jours le regard posé sur ce portrait. Qui nous regarde, là, c'est vrai qu'on le regarde tous les Voilà, deux, mais mais il nous regarde il aussi. nous regarde, mais avec une certaine bienveillance. Oui, plutôt d'ailleurs. Un œil un petit peu pétillant. Enfin, voilà, c'est un regard qui est transmis dans le passé. Et pour moi, c'est extraordinaire. Voilà, ça a 300 ans et c'est quelqu'un qui est vivant, qui est présent ici. Et moi, ça me donne une grande satisfaction à avoir tous les jours les yeux posés sur ce portrait 18e. C'est une autruche qui nous regarde là à côté du portrait. C'est un émeu. C'est un émeu. Voilà. C'est quoi la différence déjà entre l'émeu et l'autruche? C'est le continent. C'est pas le même Ouais, c'est continent ça. déjà. Voilà, tout ça, c'est la même grande famille. On appelle ça les ratites. C'est des gros oiseaux marcheurs. Ils ne volent plus. Et puis, cet animal a finalement des affinités avec notre ornithomimosaure, ce dinosaure autruche là, que l'on trouve à Anjac de façon tout à fait exceptionnelle et qui devrait ressembler un petit peu à ça. Alors celui-là, il a encore ses plumes et il est là, grandeur nature. Ah, là encore, ça fait rêver. Le point commun entre cet émeu empaillé et puis ce portrait 18e, c'est les cabinets d'histoire naturelle du XVIIIe siècle. Et ça, c'est une période extraordinaire qui fait rêver. Parce que, justement, c'est une période où on découvre le monde, on commence à le classer, on commence à le comprendre. Et c'est finalement à l'origine de notre fonctionnement actuel aussi d'histoire naturelle. Et moi, c'est une période qui me fait rêver. Et dès l'adolescence aussi,
justement cette découverte du monde au XVIIIe siècle, où là on avait encore des continents inconnus, des animaux inconnus. C'était formidable. Et cette curiosité du monde dont on parlait tout à l'heure, voilà, et cet émerveillement des plantes, des animaux exotiques, des mondes lointains, des civilisations étrangères à la culture européenne, la découverte du monde, quoi, les grandes explorations, pas au sens tellement géographique, mais au sens intellectuel, c'est-à-dire voilà, découvrir le monde vivant, sa diversité, sa variété, sa richesse. La diversité de Ça, la c'est vie. vrai. Complètement. Et une chanson, une musique qui vous met en joie? Beaucoup, beaucoup, mais il y en a tellement de musique. Ouais, pas une particulièrement. Ça va de Led Zeppelin à Rameau, quoi. C'est très Mhm. varié. Il y a pas. Personnellement, je ne suis pas bloqué sur un style, une époque ou une musique, mais il y a tellement de belles choses qui se sont qui sont faites, même encore actuellement. Ça, c'est formidable, la musique. Toujours, je sais que ça a toujours accompagné les travaux. Et au niveau des recherches, là, ça veut dire qu'il y a des campagnes de fouilles qui sont prévues des années et des années avant. Il y a un planning. Est-ce qu'il y aura un musée? Parce que quand même, je me dis, waouh, c'est quand même fou. C'est fou, quoi. Là, on est vraiment en Charente. C'est vraiment là qu'on trouve les dinosaures. Et pour l'instant, c'est vrai, je trouve que c'est pas assez vu, c'est pas assez dit, c'est pas assez partagé. Mais c'est bien qu'on en profite pour évoquer les questions qui fâchent. Qu'est-ce qu'on fait depuis 50 ans? On dit, bah, vous avez un patrimoine extraordinaire qui passionne les gens, et avec ces découvertes de dinosaures, ça fait que 16 ans qu'on travaille dessus, rien que pour Jean-Jacques, et on voit des choses qui sortent qui sont extraordinaires et qui passionnent le public. Parce que là, non seulement c'est extraordinaire sur le plan scientifique et patrimonial, mais en plus, c'est grand public. Et le grand public nous dit, bah oui, c'est bien, mais où est-ce qu'on peut les voir, les dinosaures? Ah bah écoutez, ils sont dans des caisses, dans les réserves du musée, et on n'a pas les moyens de vous les présenter. Alors que quand on voit l'intérêt national et international, on dit, attendez, mais on a un trésor ici, et c'est tout trouvé, on a tout, c'est dans les collections publiques, il suffit d'un espace où présenter ça, et ça, c'est universel. C'est interage, et on a ça. Et ben voilà, donc Mais qu'est-ce qui on se bloque bat. alors? Qu'est-ce qui bloque? Ben, il faut une volonté politique. Rien que pour la campagne de cet été, 90 médias, essentiellement nationaux, qui ont parlé de ce site. Donc, quand on dit dinosaures, ben, il y a des étoiles qui s'allument dans les yeux des enfants et autres. Et alors là, non seulement il y a des dinosaures, mais il y a des dinosaures extraordinaires, il y a des vrais dinosaures, parce qu'on parlait des parcs dinosaures, il y en a plein en France. C'est que des dinosaures en plastique. Et ça attire les foules. Là, des dinoparcs, là, vous en avez même justement en Dordogne. Mais sauf qu'il n'y a aucun. Ça ne correspond à rien. C'est juste en plastique. Et les gens viennent voir ça. Ici, non seulement on a des vrais dinosaures à montrer, ce qui est rarissime, mais en plus, on a également toutes les technologies pour les présenter, des 3D, des images animées, etc. Et il y a un intérêt national pour ce patrimoine. Et ben on attend une volonté. Là. Les scientifiques sont prêts. On a toutes les connaissances, les reconstitutions. On a tout le programme pour les présenter. Voilà, il faut une décision, voilà, une volonté d'une collectivité en disant ben voilà, oui, et on est sûr qu'il y aura. C'est intemporel. C'est pas une mode où on se dit oh, bah, dans 10 ans on parlera d'autre chose. Voilà. Non, Donc surtout on se bat qu'il y pour a ça. peut-être d'autres découvertes qui vont Ah, pouvoir. et alors en plus, ce qui est très particulier, c'est que c'est pas des découvertes terminées, finies. Voilà, on a un patrimoine, on vous le présente. C'est que non seulement on vous le présente, mais ça évolue d'année en année. Et on a 15 ans de fouilles là déjà au moins devant nous. En plus, c'est quelque chose de vivant dans l'actualité. Enfin, c'est quelque chose de dynamique. C'est pas juste des boudos dans une vitrine. C'est tout un contexte.
on a quelque chose de formidable, mais effectivement, est-ce que c'est cette particularité et que les régions nous envient, hein. On s'est battu pour que tout ça reste en Charente. Actuellement, on peut aller d'ailleurs sur le site dans Jacques Charente. Il y a quelques panneaux, c'est ça même. Alors voilà. Voilà. Le site, alors, il n'est pas ouvert. Enfin, au niveau. il faut des grandes bottes parce qu'il y a 3 mètres d'eau. C'est ça. Donc c'est. Il faut prendre rendez-vous en fait l'été si jamais on alors, veut. l'été, voilà, oui. Mais donc là, on accueille gratuitement les gens pour venir voir le site parce que le site, il se trouve au fond d'un étang. Et on vide l'étang pour fouiller au fond de l'étang. Et quand on a fini les fouilles à la fin du mois de juillet, on arrête les pompes et les niveaux d'eau remontent et il n'y a plus qu'une étape. Donc ça permet de protéger le site. Et puis voilà, on ne peut pas pomper en permanence. Mais donc tout le matériel se trouve ici à Angoulême, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et puis ça ressemble à quelque chose et ça passionne les gens. Alors surtout, je dis, avec les techniques que l'on a pour reconstituer les dinosaures en 3D, les faire vivre, il y a déjà des réalisations qui ont été faites. Oui, il y a tumulte. Voilà, c'est ça. Donc on est au milieu des dinosaures en 3D et tout. Enfin, Tumulte, c'est une animation interactive. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de grand tube et on est juste avec des lunettes. On est au milieu des dinosaures qui se déplacent et on les voit là en 3D. Et on est au milieu de ça. C'est tout à fait passionnant. Il y a des émotions, il y a des choses à apprendre. Bon, c'est un élément important. On n'a jamais autant parlé de patrimoine charentais depuis 16 ans. La presse, qui finalement est le reflet de l'intérêt du public, les dossiers de presse sont incroyables. Là, j'ai un dossier de presse écrit, il fait 900 pages sur un sujet qui est ces dinosaures. Donc on soupçonne qu'il y a quand même un intérêt, il y a quelque chose, quoi. C'est pas 3 scientifiques au fond de leur carrière qui s'intéressent au sujet. Et vous, maintenant que vous êtes à la retraite, vous n'êtes plus conservateur au musée, vous restez paléontologue pour la vie. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs, de votre travail, de faire je ne sais pas si on peut appeler ça du lobby, ou en tout cas d'insister c'est un gros boulot parce que donc on continue à travailler sur ce site en tant qu'association, puisqu'en fait c'est pas le musée qui fait les fouilles, c'est une association qui s'appelle Paléo Charente. Et alors donc le fonctionnement est pas facile parce qu'il faut trouver des moyens pour faire les fouilles, gérer ces associations. Travailler sur le terrain, donc c'est un gros travail. Donc là, on est toute une équipe de scientifiques, de techniciens, donc regroupés autour de cette association. Et bien sûr, un début de l'association, c'est de faire la promotion de tout ça pour qu'un jour on puisse présenter ce patrimoine au public qui est très demandeur. Je vous remercie, Jean-François. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ou pas? J'ai pas parlé, tiens, j'avais marqué des coprolites. Ah vous repasserez me voir pour que je vous parle parce que je continue à travailler, moi, sur ma spécialité de recherche, c'est-à-dire les grottes qui ont piégé des animaux et puis les tanières, notamment les tanières de hyènes. Donc c'est sur ça que je travaille scientifiquement. Donc les hyènes vivaient dans les cavernes ici, et elles ramenaient des carcasses animales qu'elles dévoraient dans les grottes. Et dans les grottes, elles y vivaient, elles mangeaient des animaux et elles faisaient des crottes qu'on appelle des coprolites qui se transforment en pierre et qui amènent beaucoup de choses à la connaissance. C'est ce que j'ai lu, que ces petites crottes fossilisées pouvaient apporter plus d'éléments qu'un grand fémur. C'est le travail à la Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les belles pièces, il y a tous ces indices, et une crotte fossile est un indice parmi d'autres qui peut amener des informations intéressantes sur l'environnement, sur le comportement animal, sur les paléoparasites. Bref, c'est pas spectaculaire, mais ça nous apporte des connaissances. Donc vous reviendrez me voir et puis je vous parlerai des grottes charentaises quand il y a 50 000 ans, 100 000 ans, il y avait plein de carnivores qui vivaient ici dans la Charente préhistorique. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous.